à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Dans la plaine de Chouka, les travaux de réalisation d'un grand réseau d'irrigation à partir de la station de dessalement d'eau de mer d'Agadir avancent à grands pas. Le projet insufflera une nouvelle dynamique à la filière agro-industrielle. Utiliser le cheval comme médiateur thérapeutique en faveur des enfants à besoins spécifiques, une pratique dont les effets positifs ne cessent de porter leurs fruits. Elle fait désormais l'objet d'un partenariat entre l'association Al-Tawassul et le club équestre royal Chellalet. Tourmente féminine, c'est le nom de la dernière exposition de l'artiste peintre Mouna Ben Saïd. Dans un univers hétéroclite et tellement poétique, l'artiste dresse le portrait de plusieurs femmes, des portraits tour à tour joyeux, mélancoliques et touchés par les aléas de la vie. C'est à découvrir en fin de journal. Bonsoir. Lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, la nouvelle stratégie agricole Génération Green 2020-2030 prévoit des solutions et des approches novatrices pour faire émerger de nouveaux emplois au profit des jeunes, booster l'attractivité du secteur agricole et donner une nouvelle impulsion à l'agro-industrie. Pour la plaine de Chouka, cette stratégie est renforcée par la réalisation en cours de tout un réseau d'irrigation à partir de la station de dessalement d'eau de mer d'Agadir et dont les travaux de réalisation enregistrent un taux d'avancement de 65%. Mohamed Elchkar et les détails. L'agriculture sous serre est ici principalement orientée vers l'export. C'est le cas de la production de tomates dans cette plaine de Chouka. Un produit agricole de qualité, mais sur lequel pèsent les caprices de la météo. La nappe phréatique est de plus en plus profonde, les précipitations sont irrégulières. Ces 3 à 5 dernières années, nous souffrons de la faiblesse des précipitations, ce qui engendre également une augmentation de la salinité des eaux des puits. L'augmentation de la teneur en sel des eaux souterraines utilisées pour l'irrigation impacte négativement les rendements. La salinité est à l'origine des faibles rendements de la production de tomates. La plaine de Chouka accuse un déficit hydrique énorme de quelques 90 millions de mètres cubes d'eau par an. Un déficit menaçant pour bien des filières agricoles et d'élevage. Un grand défi que relèvera bientôt ce projet ambitieux de construction de l'une des plus grandes stations de dessalement d'eau de mer au niveau de la région méditerranéenne et africaine. Une station qui aura une capacité initiale de production de quelques 275 000 mètres cubes d'eau par jour. Qui englobe en même temps l'irrigation et d'une superficie de 15 000 hectares et l'eau potable pour le Grand Agadir. Ce projet va nous permettre de sauvegarder la plaine de Chouka, va encourager les investisseurs et sauvegarder l'investissement existant. Ce projet va encourager les investisseurs dans le domaine agricole et il va permettre de stabiliser sur place la main-d'œuvre. Les ouvriers agricoles ne vont plus quitter la région pour aller chercher du travail ailleurs. La future station de dessalement, située à 40 km au sud d'Agadir dans la commune d'Inchaden, ambitionne de satisfaire les besoins en eau d'irrigation dans la plaine de Chouka, mais également les besoins en eau potable du Grand Agadir. C'est la période idéale pour valoriser les plants cultivés de plusieurs arbres fruitiers. Dans la province d'Ifrane, ce type de culture est réalisé par des professionnels de la terre aussi passionnés les uns et les autres. Préparation du sol, drainage, fertilisation, il faut dire qu'ils ont du pain sur la planche. Nos équipes les ont suivis pendant plusieurs étapes à découvrir tout de suite avec Ahmed Fadeli et Nisri El Hamdaoui. Manches retroussées, dos courbé, les agriculteurs de la région de Sidi Haddi à Ifrane s'activent. En cette période, ils récupèrent les plants de différentes variétés de fruits, poires, pommes et amandes. Des plants d'arbres fruitiers de qualité, car cultivés avec le plus grand soin. Ici, les agriculteurs optent pour l'irrigation au goutte à goutte. Nous plantons le bourgeon au mois de janvier. Nous l'entretenons avec des engrais, avec l'irrigation et le traitement phytosanitaire.
Pendant le mois d'août, nous procédons au croisement des plants. En cette période de février, nous récupérons les plants afin de les vendre aux agriculteurs. La demande en plants d'arbres fruitiers augmente en cette période de l'année. Ces agriculteurs ont fait le déplacement depuis les régions du sud-est, spécialement pour s'approvisionner en plants. Ifrane est réputé pour la grande qualité de ses repousses d'arbres fruitiers. La plantation des arbres du Moyen Atlas est prometteuse. Nous sommes venus acheter 22 000 plants que nous planterons dans notre région. Nous nous déplaçons jusqu'à Azrou car nous savons que la qualité est toujours ici au rendez-vous. Les arbres fruitiers de cette région sont généreux en termes de production. La plantation des arbres fruitiers ne doit surtout pas se faire à l'aveuglette. Elle requiert le respect de certaines règles et normes. Ceux qui veulent pratiquer ce genre de culture doivent d'abord prendre en considération la nature du climat de la région où cette plantation sera menée. Ils doivent également faire des analyses du sol et s'assurer de la disponibilité de l'eau. Et enfin, ils doivent opter pour des plants contrôlés et autorisés. Cette pépinière fait partie de 65 autres que compte la province d'Ifrane, fief des plants d'arbres fruitiers. Un secteur qui génère à peu près 80 000 journées de travail. Après les accidents de la vie courante, le cancer chez l'enfant représente la deuxième cause de mortalité dans le monde. Ce 15 février coïncide d'ailleurs avec la journée mondiale de lutte contre les cancers juvéniles, l'occasion de faire montre de plus de solidarité envers les malades et leurs familles. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que l'association La Maison de l'Avenir a organisé une foire artisanale de bienfaisance. Les recettes iront en faveur des enfants atteints de cancer. Mounia Marouche et Abdel Fattah Souine. Elles n'ont pas hésité à répondre à l'appel et elles sont même nombreuses à exposer leurs merveilles. Des produits bien agencés, présentés par des vendeuses tout sourire, ou plutôt des artisanes de cœur. Et comment ne pas s'impliquer dans cette action humanitaire, surtout que les bénéfices de cette foire sont destinés aux enfants cancéreux. Je suis très heureuse de soutenir cette action solidaire, peu importe la valeur du soutien. L'essentiel, c'est la participation et ces enfants en ont fortement besoin. Parfois, un geste, un sourire peut leur suffire. Venus souvent de loin et soignés dans des unités d'hématologie et de cancérologie de la capitale, accompagnés de leur famille, ces enfants trouvent gîte et couvert dans cette maison de l'avenir, une maison qui leur apporte un soutien médical, moral et même une ambiance familiale. J'ai 2 enfants atteints de cancer. L'association nous apporte un soutien précieux et je remercie tous les bienfaiteurs. Comme vous savez, l'association fait énormément de choses pour les enfants et leurs familles, aussi bien sur le plan matériel que médical, psycho-affectif, etc. Et nous avons aujourd'hui une journée porte ouverte à l'occasion de la Journée internationale du cancer de l'enfant, avec une exposition vente qui fait partie de notre programme de levée de fonds. Un fonds qui va contribuer à accompagner ces enfants, à alléger leurs souffrances et à les aider à vivre leur maladie plus ou moins normalement. Presque chaque année, le cancer est diagnostiqué chez environ 300 000 enfants et jeunes âgés de moins de 19 ans, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé. Santé toujours et focus cette fois-ci sur l'équithérapie, appelée également l'hypothérapie. Ces bienfaits ne sont plus à démontrer, surtout pour les enfants à besoins spécifiques. Une prise en charge thérapeutique non conventionnelle et complémentaire aux soins médicaux. Elle fait désormais l'objet d'un partenariat entre l'association At-Tawassul et le club équestre royal Chelelet. Les détails avec Ahmed Zian et Sarah Katir. Considérée comme une thérapie intégrante, l'équithérapie agit positivement sur le développement cognitif, physique, social et occupationnel des enfants à besoins spécifiques. D'où ce partenariat entre l'association Tawassul pour les enfants à besoins spécifiques et le club équestre royal Chelelet. Cette journée elle est dédiée aux jeunes enfants et moins jeunes handicapés.
pour leur permettre de se familiariser avec les chevaux. Et on sait qu'actuellement l'équithérapie est une discipline qui est très importante, et d'après ce qu'on a pu voir dans les premiers essais qu'on a fait, eh bien ces jeunes gens sont très proches des animaux et des chevaux en particulier, et ça leur donne une satisfaction et un bien-être qu'ils ne trouvent peut-être pas ailleurs. L'équithérapie est recommandée pour les personnes présentant des handicaps mentaux, physiques ou sensoriels. Elle aide aussi à améliorer la tonicité de plusieurs muscles à la fois. Grâce à ce partenariat, nos enfants autistes pourront bénéficier de cette discipline qui a montré ses preuves dans le monde entier. Ces enfants souffrant d'autisme pourront désormais associer sensations physiques à de nouvelles réactions psychologiques en lien avec eux-mêmes et avec leur environnement. L'Organisation mondiale de la santé, nous vous le rappelons, a donné un nouveau nom au coronavirus. C'est bien l'épidémie qu'on appellera désormais Covid-19 ne cesse de faire des ravages dans le monde. On dénombre plus de 1500 morts et 66 000 cas d'infection en Chine, à Hong Kong, à Macao et même en Europe. Et cela malgré les mesures drastiques prises par les autorités sanitaires chinoises pour stopper la propagation de ce virus. Et sachez également que Covid-19 a provoqué le premier décès en Hexagone. Ce décès en France est le premier hors d'Asie. Jusqu'ici, les 3 morts déplorés hors des frontières de la Chine continentale sont intervenus à Hong Kong, au Japon et aux Philippines. Information annoncée par la ministre française de la Santé que je vous propose d'écouter tout de suite. J'ai été informée hier soir du décès du patient de 80 ans qui était hospitalisé à l'hôpital Bichat depuis le 25 janvier dernier et qui était atteint donc d'une infection pulmonaire par le coronavirus. Ce patient, un touriste chinois originaire de la province de Hubei, était arrivé en France le 16 janvier dernier. Il avait été hospitalisé à l'hôpital Bichat avec des mesures strictes d'isolement. Dirigeants américains et européens ont affiché aujourd'hui leur divergence sur l'état de l'Occident et la tendance générale au repli national, le sceau Donald Trump, des critiques acerbes exprimées lors de la conférence mondiale sur la sécurité qui se poursuit à Munich. Washington n'a pas tardé à y réagir. L'administration américaine rejette, je cite, des accusations exagérées et ne reflétant aucunement la réalité. Fin de citation. Retour à l'actualité nationale, la ville de Rabat a été désignée capitale africaine de la culture pour la période de 2020-2021. C'est ce qu'annonce le comité des capitales africaines de la culture. La décision du comité a été prise suite à une réunion tenue début de ce mois-ci pour examiner les conditions d'organisation de la célébration des capitales africaines au Maroc suite au désistement de la ville de Marrakech. Le comité a délibéré sur les mérites de la candidature de Rabat et sur les conditions que cette ville doit remplir pour être le miroir de la culture africaine pour cette période 2020-2021, précise le comité dans un communiqué. Une équipe a été mise en place pour travailler sur la programmation générale des différents événements et les différentes activités prévues. Culture toujours et cap sur la foire de Casablanca où se poursuit la 26e édition du Ciel. Un week-end de grand rush puisque cette grand-messe livresque se terminera demain dimanche. L'événement est l'occasion de faire le point des livres pour enrichir sa bibliothèque, mais également d'échanger avec celles et ceux qui ont pour passion commune la lecture. Les 9 personnes dont nous allons tout de suite vous parler en font partie d'ailleurs. En une année seulement, elles ont relevé le défi de lire, tenez-vous bien, 50 livres. Un amour démesuré pour les mots qui leur a valu d'ailleurs la plus belle des distinctions. Regardez ce reportage de Adna El-Harras, Youssef Chergui et Maryam El-Missi pour le commentaire. Une récompense amplement méritée pour ces petits grands lecteurs. Âgés entre 10 et 20 ans, ces héros de la littérature ont conquis le jury du prix national de la lecture.
هذه المسابقة كانت تجربة جميلة جدا تثلج الصدور والعقول حقا يعني تعلمت منها العديد من الأشياء. C'était une belle expérience et une aventure enrichissante dans la mesure où la compétition ne se cantonnait pas à des exercices de lecture silencieuse mais plutôt à des lectures à haute voix devant un auditoire. Les débats avec mes camarades et le jury étaient pertinents. Je remercie mes parents et les initiateurs de cette compétition pour avoir éveillé en nous le sens de la lecture. صانعي هذه البادرة الرائعة والجميلة التي تحيي فعل القراءة في نفوسنا وتغذي عقولنا. أنا جد سعيد وفخور بأنني نكون بين المتوجين بالجائزة المغرب للقراءة على مستوى سلك الإجازة. Fier et honoré d'être parmi les lauréats de ce prestigieux prix. Parfois, les mots ne suffisent pas pour exprimer ce qu'on ressent. Lire et débattre pas moins de 50 ouvrages en une année, défi relevé avec brio par ces 9 heureux lauréats. Certains l'ont même dépassé avec 90 livres lus, une impressionnante performance qui leur a valu cette belle consécration. Voir ces jeunes prodiges fournir des performances aussi remarquées est la preuve tangible que le Maroc peut être un pays de lecteurs. La génération montante est assoiffée de lecture et elle a juste besoin qu'on lui prête main forte, l'encourager et la récompenser. Cette initiative, à même de développer le goût et l'amour de la lecture chez les générations montantes, est appelée à être dupliquée au niveau régional. Une boulimie livresque et une curiosité intellectuelle précoce qui sont très très admirables. Et restant justement plongé dans l'univers des livres, vous le savez, outre sa dimension esthétique, la littérature a une grande valeur éthique et ce n'est pas une affaire de belles lettres seulement, mais d'une plume qui prend quand il le faut la voix de l'engagement pour donner la voix aux sans-voix et pour dénoncer les immortalités qui portent atteinte aux valeurs humanistes comme le terrorisme par exemple. La jeune Shama Sheima Fathi a choisi le genre épistolaire pour dire non à la folie barbare. Ses mots sont puissants et sa démarche est en ne peut plus noble. Retour à nos envoyés spéciaux à Casablanca. Tout a commencé il y a de cela 5 ans, quand, indignée, elle décide de rédiger une lettre ouverte dénonçant la confusion entre islam et barbarie des terroristes. Mais ce qu'elle pensait n'être qu'une simple publication sur son compte Facebook a été le point de départ d'un tout nouvel épisode de sa vie. الكتاب ديالي جاء من بعد الأحداث ديال باتاكلان. Après les attentats terroristes du Bataclan en 2015 en France, j'ai décidé d'écrire cette lettre ouverte. À ma grande surprise, je découvre quelques jours après qu'elle a été reprise en une par la Repubblica, quotidien le plus populaire d'Italie, puis par plusieurs autres journaux. Immédiatement après, j'ai reçu une offre d'une grande maison d'édition qui me propose d'écrire un livre dans le même sens, où je retrace l'histoire d'hommes ou femmes à identité plurielle qui arrivent à s'intégrer positivement dans la société dans laquelle ils vivent. Du courage, et l'on a eu pour dire stop aux amalgames commis autour d'attentats odieux, étrangers à l'islam et à ses valeurs de paix et de tolérance. D'une plume singulière, cette Italienne d'origine marocaine de 2e génération pose un regard neuf sur l'intégration au pays d'accueil. Une biographie réfléchie à l'aune du vivre ensemble et de l'identité une et diverse propre au Maroc. الحمد لله كان التجاوب جيد جدا. J'ai été très satisfaite des retours. En plus d'être répertorié au catalogue du livre italien, mon ouvrage a été présenté au Salon international du livre d'Italie. Ce livre est la propriété de tous ceux qui représentent la 2e génération d'immigrés marocains et musulmans d'Italie. Née à Canitra et installée depuis ses 6 ans en Italie, Sheima Fathi s'active dans le domaine des droits de l'homme, plus particulièrement des musulmans en Occident. Son ouvrage, Vous n'y arriverez jamais, lettre ouverte d'une musulmane italienne aux terroristes, connaît un franc succès, avec pas moins de 30 000 exemplaires écoulés depuis sa sortie en 2016. Et je vous propose à présent le portrait d'une autre femme, celle qui exprime ses sensations et ses émotions et traduit son inspiration autrement que par l'écrit et la parole. Je vous parle de l'artiste peintre Mouna Ben Saïd. Sa dernière exposition est une ode à la beauté et à la diversité de la femme. L'exposition se tient à la galerie So Art de Casablanca. On y voit la femme dans toute sa splendeur et dans toute sa complexité. Entre celle qui rit et celle qui souffre, c'est une fabuleuse odyssée que l'artiste nous raconte avec les couleurs. Dominique Orlando. Au centre de toutes les préoccupations de l'artiste, il y a d'abord et surtout la femme et le besoin pour elle de revendiquer sans cesse plus de droits. La liberté sous toutes les formes, la liberté de la femme, la place de la femme dans la société marocaine qui est très importante et d'égal à égal à l'homme.
toutes mes expositions, c'était la femme. Depuis toujours. Là, ça fait 15 ans que je peins. Ça a toujours été la femme. Je n'ai rien contre les hommes dans mes tableaux, mais bon, je préfère la femme. Et semble-t-il, elle n'est pas toute seule à le penser. D'autres femmes présentes à l'exposition abondent dans son sens, ce qui est pour cette dame venue du Québec aussi valable dans tant d'autres pays. C'est important de revendiquer le droit de la femme, la communication, la liberté, l'émancipation. C'est des sujets qui sont encore très d'actualité et importantes et qu'il ne faut pas oublier et ne pas manquer l'occasion non plus de s'exprimer sur ce sujet-là. La manière dont Mouna Ben Saïd aborde cette thématique est à la fois puissante et très suggestive. La femme qui lutte, mais qui également choisit de reprendre et le dessus et le contrôle de son existence à travers un tonitruant fou rire qui semble augurer d'un avenir forcément des plus réjouissants. Et c'est ce bel univers féminin qui signe le clap de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.